Hey, what's up, c'est PH? Salut, c'est Dom. On va sortir un nouveau podcast à chaque semaine. Donc, pour nous suivre, subscribe dans YouTube, like notre page Facebook, puis suis-nous dans l'application Balado dans ton téléphone. Tu peux aussi commenter les personnes que tu souhaites qu'on reçoive sur le podcast. Peace out! Bye! Gabriel Nadeau-Dubois, bienvenue chez nous. Merci de me recevoir. Merci à toi de venir ici, puis aussi merci à toi de considérer le web dans ta démarche. Ouais. Parce que je pense qu'en considérant le web comme ça, ça réintéresse les jeunes au moins à suivre la démarche. Puis ça, c'est cool. Pour les partis politiques, c'est un grand défi. Hein? Ouais. Parce que traditionnellement, pour parler de nos propositions, parler de nos, pour faire nos campagnes électorales, traditionnellement, les partis politiques parlaient surtout et seulement aux médias traditionnels. Et donc, parce que les habitudes des gens aussi pour s'informer, c'était à la fin de la journée d'écouter le téléjournal, le matin d'ouvrir le journal. Ces habitudes-là sont en train de changer. Ça a plein d'avantages. Ça permet à plein de monde d'avoir des tribunes, Ouais. de les exprimer. Ça, c'est un point positif. Mais c'est un défi aussi. Parce que ça pose la question comment on va rejoindre les gens pour leur parler de nos idées. Puis nous, on est bien conscients que surtout pour, disons, les jeunes, mais je m'inclus là-dedans, là, j'ai 28 ans, pour parler à ma génération, il faut sortir justement des méthodes traditionnelles de communication parce que sinon, on parle pas à tout le monde. Et même loin de là. Il y a beaucoup de gens à qui on ne parle pas. La majorité n'ont pas de télévision. Là. Dans notre génération, c'est clair. Ouais. Puis en fait, donc, si on s'en tient aux métiers traditionnels, on parle essentiellement à des gens plus âgés. C'est triste, mais c'est ça. Ouais. Puis ces gens-là, c'est souvent les gens qui ont une mentalité assez stricte, assez rigide, assez établie avec les années, en fait, pas très malléable ou facilement intéressable. Bien, c'est sûr que nous autres, on est bien conscients, puis ça a toujours été comme ça. T'sais, nous autres, les gens qui sont les plus favorables à nos idées, traditionnellement, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, c'est les plus jeunes. Donc, tu as raison que pour un parti comme nous, pour quelqu'un comme moi, c'est encore plus important parce que si on veut rejoindre les gens qui sont les plus intéressés par des enjeux comme l'environnement, tu sais, Ouais. il faut sortir des cases traditionnelles parce que sinon, on est à côté de la traque complètement. Là. On manque complètement notre shot si on reste dans des formats classiques. Là. Ouais. Puis est-ce qu'il y a un côté négatif aux médias sociaux par rapport à la politique? Oui. C'est pas juste des bonnes nouvelles. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis là, avec Donald Trump, avec l'émergence du phénomène des fake news. Ouais. Tu sais. Ouais. Les médias traditionnels ont des défauts. Ils sont souvent rigides, ils sont souvent ils sont rigides dans la forme. Dans la forme, oui, Mais en même temps, il y définitivement. a une rigueur et une crédibilité associée à ces médias-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Hein? Moi-même, des fois, je suis très critique de leur travail. Mais au moins, il y a quand même une rigueur journalistique. Ouais. Il y a des codes, il y a des normes, il y a des pratiques établies. Puis les médias qui sont établis, c'est parce qu'ils ont une certaine crédibilité des instances de légitimisation. Voilà, exactement. Ouais. Puis ça leur empêche pas de faire des erreurs. Là, ils sont vraiment pas parfaits, c'est pas ça que je dis. Mais au moins, t'as un niveau de crédibilité. Le défi avec le web et les médias sociaux, c'est que là, étant donné que tout le monde peut s'improviser journaliste, tout le monde peut se dire être un média, comme je dis, ça a des bons côtés. Ça permet à des gens qui n'avaient pas de tribune d'en avoir une. Puis ça, pour la démocratie, c'est une bonne nouvelle. En même temps, ça pose le défi de la crédibilité. Ouais. Comment on s'assure que le débat public, il reste minimalement basé sur des faits? Puis comment Quand on se met à s'assurer ça? dire une tuerie aux États-Unis, c'est pas vrai, c'était un hoax, c'est une fabrication, comme le fait un Alex Jones aux États-Unis. Ouais. Ben là, c'est que ton débat, il est plus sûr c'est quoi nos idées, c'est quoi nos valeurs. Le débat, il devient complètement faussé parce qu'il s'articule autour de mensonges. Là, on dit pas d'interprétations différentes des faits. On parle de mensonges complets. Fait que là, comment tu fais pour débattre dans une démocratie si on s'entend qu'il y a des même plus mensonges qui se sur promènent. c'est quoi les faits? Ouais. Puis si t'es attiré par ce genre de propos-là aussi, ça crée un cercle vicieux aussi, puis ton fil d'actualité devient complètement c'est biaisé exact. puis plus vrai. Là. C'est le phénomène des bulles. Ouais, exactement. On le voit exactement. des fois, on peut le voir. Moi, des fois, j'ai l'impression, parce que je me tiens avec du monde assez politisé, assez impliqué, je peux avoir l'impression que certains enjeux sont sur les lèvres de tout le monde. Ouais, exact. Et là, maintenant,
Ouais. Tu traverses, tu sors dehors, tu fermes le téléphone, tu fais, OK, non, ouais. c'est vraiment dans ma bulle à moi. Puis on a Ouais. tous nos bulles à nous. Exact. Complètement. Et c'est là peut-être un autre des défis des Ouais. médias sociaux, c'est comment on fait pour avoir une Briser conversation ça. Ouais, collective, globale, ouais. générale, Ouais. à l'échelle qui est la nôtre, disons à l'échelle du Québec. Ouais. Comment on fait pour pas tous rester enfermés, dans le fond, dans nos petites bulles de médias Ouais. sociaux? Parce que ça nous empêche des fois aussi d'être en contact avec d'autres idées, Exact. d'être en contact avec d'autres types de personnes. Exact. On se ramasse à être tous un peu enfermés dans nos bulles de communication. Puis je suis pas sûr que globalement, c'est une avancée. Mais en tout cas, c'est clairement un défi. On reviendra pas avant les médias. Ouais, non, On non. ne retournera pas dans le temps, mais ça pose la question comment on fait pour, malgré ces nouvelles réalités-là, avoir des débats démocratiques qui sont larges, qui sont sains, où oui, plus de gens peuvent s'exprimer, mais où on s'entend sur les faits, puis où on est encore capable de se parler, pas de se... Pas se crier crier après. Est-ce que la polarisation est pire qu'elle était? Est-ce que ça a créé Un clivage plus un grand. clivage plus important à cause de ça? Justement, c'est ces bulles-là Ouais. qui vont créer, les gens vont se regrouper d'un bord ou de l'autre, se parler entre eux autres sans vraiment échanger. Ça, c'est une bonne question. C'est beaucoup une question de perception. Hein. Tu sais, il y a un certain discours qui dit qui a tendance à être un peu, je pense, nostalgique. Ah, dans le temps, là, on avait tellement des beaux débats. C'était tellement... Ça, c'est générationnel, Cette espèce ce commentaire-là. d'idéalisation. C'est avant, oh mon Toujours Dieu. mieux avant. On avait toujours des conversations de philosophes avant les médias Ouais, c'est sociaux. ça, Là, exact. aujourd'hui, là, tout le Ça monde est existe rendu... plus, ouais. Tout le monde a plus... Personne Ouais, qui a de savoir-vivre. Tu sais, Ouais. là, je caricature, mais des fois, c'est un petit peu ça qu'on entend. Puis moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Je suis pas sûr qu'on peut idéaliser le passé puis dire « Ah, dans le temps ». Parce que dans le temps, c'est sûr, s'il y a 2% des gens dans une société, 1% des gens dans une société qui ont accès à des tribunes médiatiques, c'est l'élite, c'est des gens, oui, plus éduqués, mais globalement, ça veut dire qu'il y a plein de gens à qui on ne donne pas la parole. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut blâmer les médias sociaux d'avoir permis... De donner la parole à ceux qui ne pouvaient pas la prendre. Ouais, d'avoir comme démocratisé l'accès à un certain espace public. Ça, je pense qu'on peut pas regretter ça. Est-ce que ça a contribué à polariser? Peut-être. Je pense qu'il y a des études qui sont en train de démontrer qu'en effet, il y a des fois, sur les réseaux, sur ces plateformes-là, il y a des groupes, phénomènes de groupes qui se créent. Mais moi, je serais plutôt comme nuancé sur cette question-là. Parce que ça m'énerve le discours trop nostalgique. Tu sais. Ah, dans le bon vieux temps, tout le monde, il faut quand même se rappeler, là, la population québécoise n'a jamais été autant éduquée. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont allés à l'université. Le niveau de vie s'est largement amélioré. Il y a beaucoup plus de gens qui savent lire et écrire aujourd'hui qu'à l'époque de nos grands-parents, par exemple. Donc, il faut quand même se rappeler ça. Tu sais. Donc, par moi, je définition, ne reviendrai les pas dans le soi-disant bon vieux temps, en gros guillemets. Ouais. Tu as ce discours-là, puis tu as le discours aussi de ailleurs ils font ci, ailleurs ils font ça, en se comparant en réalité. Tu sais, au Québec, des fois, quand on écoute les radios, les médias, t'as l'impression que ça va donc mal, mais en réalité, c'est bon vivre au Québec. C'est très bon. Tu sais, il y a encore place à amélioration, vraiment. Sauf que des endroits où j'aimerais vivre sur la planète, il n'y en a pas beaucoup d'autres que je me dirais je serais mieux là-bas. Là, ça va assez bien. On a une belle qualité de vie, on a des services publics qui ont été maganés dans les dernières années, mais globalement, quand même, nos écoles fonctionnent, nos hôpitaux, malgré tout, fonctionnent. Évidemment, je fais partie des gens qui disent que ça pourrait fonctionner mieux. Beaucoup C'est mieux. sûr, Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une situation de catastrophe. Je dirais à une exception près, sur la question environnementale. Là, moi, je serais alarmiste. Moi, sur l'environnement, je pense qu'il faut être alarmiste puis qu'on a le droit de l'être. Puis moi, je dirais le devoir de l'être parce que là, tu sais, les temps sont sombres ça pour va l'environnement. Vraiment pas. Ouais. Dans d'autres domaines, je pense qu'on a réussi quand même au Québec à garder des bons services, une plutôt bonne qualité de vie. Mais sur le plan de l'environnement, je veux dire, c'est la catastrophe en ce moment. Parlons-en un peu les pistes de solutions par rapport à la question environnementale en ce moment. Je sais que moi je suis maintenant, par mon nouveau style de vie, je suis assez impliqué dans ces choses-là. Puis c'est une question que je me pose sans arrêt parce que quand tu réalises toutes les démarches qui sont entreprises, par exemple, pour éliminer les pailles des bars, puis c'est bien d'éliminer les pailles des bars, mais il y a des enjeux beaucoup plus grands que ça qui sont même pas abordés. Tu sais. Fait que c'est quoi les pistes de solutions pour la situation environnementale, surtout au Québec, considérant que c'est là qu'on a un impact? Ben, si on commence par le plus général, là, je dirais que c'est sûr que la question des changements climatiques, c'est le gros défi. Il y en a d'autres. Mais les changements climatiques, je pense que plutôt un consensus sur le fait que là-dessus, il faut se dépêcher. Il faut aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait en ce moment. Nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre au Québec, c'est des objectifs très timides, puis on est quand même en train d'y rater. On n'est pas en train d'atteindre malgré nos le fait que c'est pas des gros c'est des objectifs très timides, puis on est en train d'y rater.
Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis moi, je pense qu'au Québec, on a une responsabilité. Il y a des gens en ce moment, il y a des sociétés où les gens se rendent compte que 60-70% de leur électricité est de sources non renouvelables, par des centrales thermiques, des centrales au charbon, du nucléaire. Et là, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on a déjà l'immense privilège, par une ironie, par un bon hasard de l'histoire et de la géographie, de faire qu'on a de l'électricité renouvelable en quantité phénoménale. 95%, je pense. On est même à 98% au niveau de l'électricité au Québec. Donc, c'est comme si on a déjà ça. C'est comme si c'était une game de cartes qu'on part déjà les mains avec une royale flush. On a le super. On s'est fait dealer des bonnes cartes par le hasard de l'histoire. Fait que ça nous donne une d'autant plus grande responsabilité. Parce que nous, on a tout pour le faire. On a de l'électricité renouvelable en masse. Donc, on a un avantage. Il faut. Ça, pour nous, moi, ça veut dire on a une responsabilité. Une responsabilité par rapport à ceux qui ne l'ont pas. D'être des leaders puis de la faire, cette transition-là, plus rapidement, d'être à l'avant-plan. Ça veut dire électrifier les transports très rapidement, augmenter nos services de transport en commun, les rendre aussi plus abordables. Ça veut dire améliorer le transport interrégional, parce qu'au Québec, on a un grand territoire, mais un des problèmes qu'on a, c'est que ce territoire-là, il a été complètement déstructuré. On a pu... C'est impossible de se déplacer sur le territoire du Québec sans voiture de manière efficace. Tu peux plus te rendre en Gaspésie en autobus? Moi, je viens de la région de Thetford Mines. Quand j'étais jeune, puis là, ça fait pas 40 ans de ça, ça fait quelques années à peine, c'était possible pour moi de prendre un autobus à Montréal puis de me rendre voir ma famille. Cet autobus-là, il y a 4 ou 5 ans, a été fermé. Donc, à une époque où on devrait être en train d'augmenter le transport interrégional, on l'a diminué. Je dis pas qu'on a été dans le statu quo, on l'a diminué. Là, tu te dis, je veux dire, ça n'a aucun sens, là. Ça n'a aucun sens. Comment tu veux inciter du monde à aller travailler en région si tu n'es pas capable de ça te déplacer? Voilà. Comment tu vas attirer le monde vers les régions? C'est majeur, le transport. Si tu peux pas te rendre en région facilement, tu convaincras pas des jeunes familles d'aller s'y installer. Là. Non. C'est juste pas vrai. Là. Non, définitivement. Puis les individus là-dedans, je comprends aussi l'apport des partis politiques puis du gouvernement à mettre des mesures, mais je pense aussi que les individus en soi ont aussi leur chemin à faire au niveau de diminuer leur consommation de viande, par exemple, ou de la manière qu'ils se comportent. Donc, est-ce que c'est où, en fait, que la plus grande différence est à faire? Est-ce que c'est aux entreprises, est-ce que c'est au gouvernement, est-ce que c'est aux individus à faire le bout de chemin ou c'est tous ces personnes-là en même temps? La réponse facile, c'est sûr que c'est tout ça en même temps. C'est-à-dire que si chacun d'entre nous, on fait des efforts dans notre vie personnelle, mais que le réseau de transport en commun est inexistant ou pas fonctionnel, ça servira à rien de faire des gestes individuels. À l'inverse, s'il y a des gestes que l'État pose, mais que les gens n'utilisent pas ces services-là, ben là, on est dans la même situation. Mais pour tout dire, là, moi, je pense que les habitudes individuelles, ça se change dans la mesure où c'est facile et possible de le faire. Fait que moi, si j'avais à choisir, je dirais que la priorité, c'est sur des gestes collectifs, c'est sur des gestes structurants, parce que, prenons le recyclage, là. Ça fait, en à peine une génération au Québec, on est passé de tout mettre à la poubelle, mais je veux dire 100%, à de la cueillette sélective dans la plupart des endroits où il y a du recyclage, des matières résiduelles normales, puis même de plus en plus du compostage. Puis en quelques années, on est passé de un à l'autre. Puis vous allez dans les écoles aujourd'hui du Québec, pour les jeunes qu'on éduque aujourd'hui, cette distinction-là, le compost, la récupération des poubelles, je veux dire, c'est complètement acquis. Là. C'est une évidence. Mais le problème, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, par exemple, messieurs, mettons, au Québec, là, 90% du verre qu'on met au recyclage se ramasse dans des dépotoirs. Et pas recyclé. Ah ouais, OK. Donc là, tu dis, les gens, ils l'ont changé, leurs habitudes. Ils les ont changé, leurs habitudes. Leurs comportements ont évolué. Mais le système de gestion du recyclage est tellement tout croche qu'on n'est même pas capable de le recycler, le verre, on le met aux poubelles. Fait que là, on fait croire aux gens qu'avec leurs petits gestes, ils vont changer le monde. On leur dit, c'est ta responsabilité, toi, il faut que tu sois un bon citoyen. Puis même des fois, il y a un peu de culpabilité avec ça. Mais à l'autre bout, on n'est même pas capable de livrer la marchandise. Donc, tu sais, moi, je veux bien qu'on fasse des efforts, puis j'en fais, puis on doit en faire comme individu. Mais à un moment donné, ça servira à rien si
l'État, le gouvernement, joue pas son rôle puis n'est pas un leader parce que sinon, les petits gestes, ils vont plafonner vite. Puis l'exemple du recyclage que je viens de prendre, c'est un bel exemple parce qu'on est tous sûrs que on recycle, on est bon au Québec. Oui, c'est vrai qu'individuellement, on est bon, mais collectivement, notre système de recyclage, il est tout croche. Moi, j'ai une scène qui me revient toujours quand on parle de ça. J'habitais à Québec dans Montcalm, puis j'étais sur mon patio, puis j'étais avec mon coloc, un de nos amis, Phil, puis dans notre container de recyclage, en fait, il y avait une partie poubelle, une partie recyclage, puis moi, j'y allais toujours, tu sais, j'ouvrais le panneau correctement. Puis on était sur notre patio, puis on a regardé le char de poubelle passer. Il a pris le on sent container. Le punch s'en vient de l'histoire. Il a pris le container au complet, puis il l'a vidé dans le coffre. Puis là, je comprends. Tu sais, moi Phil, on capotait, on comprenait pas. Nous autres, on prenait la peine de le faire, puis c'était, tu sais, je veux dire, c'est plus simple de tout prendre puis tout crisser aux poubelles, tu sais. C'est plus simple de faire ça. Sauf qu'on prenait la peine de le faire dans notre quotidien, puis là, le truc de poubelle... En pensant bien faire, puis en se disant, on fait notre part, voilà. Mais tu vois, c'est une belle image de qu'est-ce qui se passe pour illustrer le problème auquel on fait face actuellement. On met énormément d'emphase sur les gestes individuels, puis on oublie que tout ça repose en dernière instance là, sur des choix collectifs. Il faut avoir les bonnes institutions, le bon modèle économique pour que ça fonctionne. Sinon, ça plafonne vite. Il y a une limite ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais ça veut dire qu'on arrive vite à la limite de ce que comme individu. Ça fait que les gens sont impuissants aussi. Là. Ou on leur fait croire. Sinon, on leur fait croire des choses aussi. Hein. Moi, par rapport à la question environnementale, c'est sûr qu'il faut que je te pose la question. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras, mais c'est un peu pour ça qu'on est ici dans cette conversation-là. On parle beaucoup de l'industrie du transport. L'industrie du transport, en termes de gaz à effet de serre, c'est 13% de l'émission globale sur la planète, alors que l'industrie de la viande est de 14%. Et dans l'industrie de la viande, selon ces statistiques-là, de 13-14%, l'industrie du transport inclut le transport de viande. Tu parles de changements qui sont faciles à faire pour les gens. Moi, d'arrêter de prendre ma voiture demain, c'est beaucoup plus difficile pour moi que de juste changer mon alimentation. C'est quelle est l'angle que toi, dans un Québec utopique, tu verrais? Ben déjà, je trouve ça intéressant comme discussion. Moi, personnellement, j'ai été élevé je pense, d'une manière assez semblable à la plupart des jeunes Québécois. C'est-à-dire que un repas, c'est quoi? C'est de la viande. C'est une viande, un légume, puis une patate ou du riz. Bon. Et moi, j'ai grandi dans une famille comme ça. Et donc, quand je me suis mis à me faire à manger, c'est comme ça que je faisais mes repas. Comme tout le monde, puis comme moi, comme moi, v'là un an. C'est ça. C'est assez généralisé comme idée. Puis pour moi, un repas, il fallait qu'il y ait de la viande. Peut-être à part le déjeuner et encore. Et encore. Il y a du bacon, des crotons. Et depuis quelques mois, je fais ce travail-là de dire, OK, faut que je réduise ma consommation de viande. Je suis pas rendu à un moment où je me dis, j'en mange pas, pour plusieurs raisons. Mais déjà, je suis bien conscient que j'en consommais trop. Puis déjà, en consommer moins, je pense que c'est important. Puis je pense que globalement, c'est à ça qu'il faut aspirer. Puis nous, à Québec solidaire, c'est là-dedans qu'on est, dans une idée de il faut diminuer la consommation de viande. Économiquement, et la diminuer progressivement, mais on le sait là, que d'un point de vue climatique, d'un point de vue environnemental, ce n'est pas soutenable. Et là, je veux dire, on n'est pas encore rendu au moment où tous les petits Indiens vont commencer à manger de la viande. Le milliard d'Indiens va vouloir manger autant de viande que le 300 millions d'Américains. Là. Ce jour-là, c'est on fini. va être dans la merde, mais je veux dire jusqu'au nez. Là. Puis d'un point de vue économique, à quoi ça ressemble le prospect de réduire la consommation de viande pour toute l'agriculture, tous les cultivateurs? Ben, le mot-clé pour ces affaires-là, c'est transition. Il faut penser de manière transitoire. C'est la même chose pour l'utilisation du pétrole dans nos transports. C'est pas demain matin, le jour où tout d'un coup, on n'utilisera plus de pétrole pour se transporter. Il faut par contre que dès demain matin, on commence. Le mot transition ne veut pas dire pelleter le problème par en avant. Le mot transition veut dire qu'il faut commencer tout de suite parce que ça va être un processus relativement long. Je pense que pour le changement des habitudes alimentaires, c'est un peu similaire. Il faut commencer la sensibilisation. Nous, c'est réduire la demande tranquillement. C'est beaucoup. Changer l'offre. Puis, et être dans une dynamique de transition pour ces agriculteurs-là puis ces éleveurs-là. Puis le mot-clé ici, c'est requalification. Il faut accompagner ce monde-là dans toutes les industries.
qui vont être affectés par la transition écologique. Il faut accompagner les gens. Parce qu'on va se le dire, là, l'état de la planète, là, c'est pas le gars qui travaille chez Olimel à Saint-Hyacinthe qui a apporté les conséquences de la transition écologique. C'est pas de sa faute. Non, pas du tout. C'est pas la faute des agriculteurs qui répondent à une demande. C'est pas la faute des travailleurs puis des travailleuses qui travaillent dans ces industries-là. C'est pas à eux à payer la facture. C'est un peu de la faute à personne dans un sens, dans le sens que tout le monde contribue à un système, puis on est tous autant responsables, finalement. Il y a certaines... Oui, je dirais que tu as raison de dire que... En fait, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a une responsabilité partagée. Il y a quand même aussi des entreprises puis des intérêts qui ont des plus grandes responsabilités. Quand il y a le tiers de la viande en épicerie qui est jetée à chaque semaine... Tu considères ça déjà comme étant un tiers, un 33% que tu pourrais complètement enlever. Il y a certainement les industries aussi qui veulent pas le changement parce que là, justement, ça leur profite puis ils voudront pas que ça change. Ben non, exactement. Ça, c'est sûr. Quand on sait que les grandes pétrolières financent activement des études pour nier l'existence des changements climatiques, je veux bien qu'on dise aux gars qu'il y a 3 pick-up qui pourraient en avoir juste un à la place, mais... C'est pas lui. Est-ce qu'il y a autant de responsabilités que les grandes corporations pétrolières qui, dans le fond, faussent le débat public depuis des années en finançant des gens qui nient les changements climatiques? Il faut faire attention. Puis pour conclure sur ta question PH au niveau de la viande, je pense que c'est ça, c'est une question de transition, de s'assurer que c'est pas les régions du Québec qui en fassent les frais. Personne paye le prix pour ça. Un prix trop élevé. Ouais. Ni les régions, ni les travailleurs, les travailleuses dans ces industries-là. Donc, c'est pas la faute. Et puis, ils n'ont pas apporté le prix de cette transition-là. C'est vrai aussi pour les gens qui travaillent dans le secteur pétrolier. Tout à fait. Cool. Donc ça, tu dirais que c'est la priorité numéro 1 pour Québec solidaire, l'environnement. C'est toujours difficile de parler en termes de priorité numéro 1. Moi, entre l'égalité homme-femme et l'environnement, tu me demandes de choisir, je vais refuser. Il n'y a pas de priorité dans ce sens-là. Donc, dans l'absolu. Après ça, pour la prochaine, pour la prochaine campagne, ça va être au cœur. Ça va être au cœur. On va avoir un plan de transition chiffré, ambitieux, mais pragmatique, donc réaliste, qui va expliquer comment on la voit, cette transition-là au Québec, dans essentiellement les 10 prochaines années, avec des objectifs de réduction de gaz à effet de serre puis des moyens chiffrés pour atteindre ces cibles-là. Parce que c'est bien beau se donner des belles cibles de réduction. Encore faut-il avoir les moyens d'atteindre ces cibles-là. Donc oui, pour la prochaine campagne, ça va être vraiment important. Mais c'est sûr que dans l'absolu, il y a beaucoup de choses importantes en ce moment au Québec. L'état de notre système d'éducation, l'état de notre système de santé. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais l'environnement pour notre campagne, oui, ça va être central, c'est clair. C'est décourageant aussi quand on voit que on a des voisins qui vont dans un sens complètement inverse. Là, je pense en Ontario, justement, qui viennent d'enlever les crédits pour à l'achat des autos électriques. Là, il y avait, je pense, un 12 000 de crédits. Enlever ça. Tu te dis, crime, on essaie d'aller dans la bonne direction, mais on regarde autour. Puis... des fois, faut pas trop regarder autour quand tu te concentres sur ta propre affaire parce qu'on n'a aucun contrôle à l'extérieur. On a le contrôle sur nous. Puis si, par exemple, tu réussis à créer une société qui devient ultra positive puis qui peut devenir un modèle pour les autres qui regardent autour. Aux États-Unis, c'est pas vrai que tout le monde a voté pour Donald Trump. En fait, il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas voté pour Donald Trump. C'est ça, exactement. Puis il y a beaucoup de monde qui n'ont pas voté aussi. Mais si ces gens-là voient des sociétés qui montrent une alternative qui est viable, qui est effective, ben là, peut-être que ça va leur donner envie de le faire. Non, c'est ça. On peut pas attendre après les autres. Non, exact. On peut pas se dire il y a Trump, il y a Rob Ford, fait que à quoi bon essayer? Je pense qu'il faut se concentrer sur ce sur quoi on a du pouvoir. Sinon, on va déprimer. C'est ça, la première chose. Puis on fera rien. Mais en même temps, tu vois, mettons, Rob Ford, on se dit qui reconnaît à peu près ou à moitié l'existence des changements climatiques, c'est facile de le pointer du doigt. Comme Trump, c'est facile de dire regardez comment c'est terrible. T'sais. En même temps, je veux dire, on a, nous, ici au Canada, un premier ministre qui dit qu'il reconnaît l'existence des changements climatiques, qui se vante devant tous les caméras d'en faire une grande priorité. Mais dans les faits, il vient de nationaliser un pipeline en Alberta au coût on est rendu presque à 3 milliards de dollars. Donc, entre quelqu'un qui est juste complètement ignorant puis qui dit les changements climatiques, ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit ça existe, mais qui fait pas les... Mais mes gestes vont aller dans le sens inverse. Des fois, tu te dis, entre un niaiseux qui fait des niaiseries puis quelqu'un qui dit qu'il croit à la science, mais agit contre,
Qui est le plus fou? Ouais. Tout à fait. C'est une bonne question. C'est une bonne Qui question. est le plus fou? C'est une bonne question un peu rhétorique, mais ça reste une excellente question. Ouais. Vraiment. Un ignorant, c'est un ignorant. Un ignorant, c'est pas ce qu'il fait. Ouais. Mais quand tu dis que tu crois à la science, mais que tu agis en toute connaissance de cause à l'encontre de ce que la science te dit de faire, c'est presque de la malice. C'est que moi, je pense que c'est pire. Ouais. Puis on devrait juger encore plus durement. Plus durement quelqu'un qui est au courant. Ben voilà. Ouais, définitivement. Ouais. Définitivement. Puis si on parle plus concrètement de Québec solidaire, quels sont les objectifs à court, à moyen et à long terme du parti sur une échelle de combien de temps? Nous autres, on est un parti en croissance. Ouais. Hein? On grandit, on a beaucoup grandi dans la dernière année, puis on est là-dedans. On est dans une dynamique de croissance où on veut avancer. Pour la prochaine élection, c'est la première étape pour nous, là, c'est d'augmenter de manière importante le nombre de députés. On ne peut plus se contenter d'aller chercher un député par élection. Ouais. Après 10 ans, on est rendu ailleurs, on a une étape à franchir, puis on en est bien conscient. Puis moi, je m'en suis fait un objectif personnel aussi. On ne peut plus se contenter de ce rythme-là de croissance. Il faut grandir plus vite. Après ça, est-ce qu'on va grandir un peu beaucoup passionnément? C'est dur à dire, puis ça, c'est le monde qui vont décider. Tu sais, regarde les dernières élections municipales. Tout le monde disait que c'était joué d'avance, que Denis Coderre allait rentrer confortablement. Regardons les dernières élections fédérales, où on disait c'est le NPD, Justin Trudeau en 3e position, aucune chance. Bon, regardez ce qui s'est passé. Donc, il y a toujours des surprises. Ah oui, puis de plus en plus. L'électorat est de plus en plus volatile. Quand il y a une tendance qui se dessine en milieu de campagne, on dirait que à l'urne, c'est comme si c'est décuplé. Là, donc, exact. on est dans tu veux jamais perdre ton élection. Tu veux être l'underdog qui arrive à la ligne d'arrivée là, en premier. C'est ça. Puis j'étais au Grand Prix de Trois-Rivières il y a 2 semaines. Puis je parlais à Michel Barrette qui me disait la politique, c'est comme la course automobile. L'important, c'est pas où tu pars. C'est pas où est-ce que t'es au début. Même, c'est pas où est-ce que t'es au dernier tour. Même au dernier tour. Même au dernier tour. C'est à la ligne d'arrivée. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va se retrouver le 1er octobre au soir avec une dizaine de députés? Est-ce qu'on va se retrouver avec une vingtaine de députés, une trentaine de députés? Est-ce qu'on va se ramasser à l'opposition officielle? Est-ce qu'on va se ramasser au pouvoir? C'est dur à dire. Puis, tu sais, ça va avoir l'air bien quétaine puis cheap, mais une affaire que j'ai appris rapidement en politique partisane dans ma première année, c'est que faut que tu te concentres sur les affaires que tu contrôles. Quand tu te mets à te faire du mauvais sang sur les sondages, sur la manière dont les médias te couvrent, tu deviens fou. Parce que tu vois juste les problèmes, tu es constamment insatisfait, puis tu deviens aigri, tu deviens fâché. Les sondages, en ce moment, pour vrai, ils veulent rien dire. Là, non. Au point où on en est présentement, ça va tellement changer durant la campagne que... Fait que moi, je me concentre sur les trucs sur lesquels j'ai du contrôle. Puis ça, c'est vrai dans mon travail de député, c'est vrai dans mon travail à l'intérieur de Québec solidaire, tu sais. Se concentrer sur les affaires qu'on contrôle pas, c'est la meilleure manière de devenir fou. Alors que là, je me concentre sur les affaires sur lesquelles j'ai une prise. T'sais. Est-ce que nos candidats, est-ce que moi je suis prêt? Est-ce que Manon est prête? Est-ce que nos candidats, nos candidates sont prêtes? Est-ce qu'on va faire une bonne campagne? Est-ce que notre stratégie est la bonne? Est-ce que je donne mon 100%? Ça, c'est les affaires sur lesquelles j'ai du contrôle. Puis d'ici le 1er octobre, mon intention, c'est de me concentrer là-dessus. Sur ça. Pas dire que tu regardes pas le sondage quand il sort. Non. C'est sûr, tu le regardes. Ouais. Puis si tu montes, t'es content. Si tu descends, t'es pas content. Puis si tu descends beaucoup, ça se peut que ce soir-là, tu sois même triste. Mais le truc, c'est de le lendemain matin te dire... relever à chaque fois, ça recommence. Parce que sinon, tu deviens fou. Sinon, si tu te mets à lire chaque article puis à dire « le journaliste n'aurait pas dû faire ça. » Tu peux perdre ta santé mentale parce que là, tu as un sentiment de perte de contrôle puis c'est pas le fun. C'est quoi l'élément critique? Est-ce que c'est les débats? Est-ce que c'est la chose la plus importante dans une campagne? C'est très important. Ouais. Les débats, c'est très important. C'est très regardé. Et ça peut faire une différence. Il y a aussi notre couverture médiatique. On va se le dire. Là. Tantôt, je lançais un peu des fleurs aux médias. Là, je vais plus les critiquer. C'est clair que les médias nous ont en grande partie à leur merci. Surtout pour un parti comme Québec solidaire. Comme là, je vais vous donner un scoop. Là, au moment où on se parle, nous, on ne sait pas encore jusqu'à quel point les médias vont venir dans notre autobus de campagne. Il y en a qui nous ont dit qu'ils viendraient, d'autres qui nous ont dit qu'ils viendraient peut-être pas, puis d'autres qui nous ont dit déjà, on viendra pas. Puis des médias majeurs, là, qui font une décision éditoriale de dire, on ne viendra pas dans votre autobus. Fait que là, quand tu vois ça, tu te dis, ça veut dire que les gens qui écoutent ce média-là, ils ne nous verront pas. Nous n'existerons pas. Ou peu.
Ils vont peut-être faire quelques trucs, mais bon. Fait que là, quand tu vois ça, c'est sûr que tu te dis, ouf, c'est un gros pouvoir, ça. C'est un gros pouvoir. Énorme, parce que tu décides ce qui est considéré comme une option, ce qui n'est pas considéré comme une option. Fait que ça, ces affaires-là, c'est sûr que c'est... Ben, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est là que rentrent en ligne de compte les médias alternatifs. Ouais, qui peuvent pallier à ça. C'est là que ça devient nécessaire, là, pratiquement. Ouais. Pour pallier à ça. Ouais. Avec les risques que ça représente. Mais oui, c'est un grand pouvoir qu'ils ont. Ouais. C'est un grand pouvoir qu'ils ont. Ouais. Puis, toi, d'un point de vue plus personnel, première année comme chef de parti, comment tu as vécu ça? Parce que tu étais déjà dans l'œil médiatique, mais là, tu deviens au centre de la cible, si on veut. Puis ça doit pas être facile, ça doit être difficile sur plusieurs aspects. Comment toi, tu as vécu cette transition-là? Tu sais, moi, j'ai eu un parcours de vie assez particulier où à 21 ans, 22 ans, sans l'avoir prévu, sans que ça ait été un plan de carrière, je me suis retrouvé au cœur d'un mouvement social énorme, sans précédent. Et là, oui... On était au cœur de ça aussi. C'est ça. La cible d'énormément de critiques, souvent très virulentes, violentes, très. Mais aussi des fois d'éloges absolument gênants, là, tellement qu'ils étaient justement élogieux. Donc, j'ai comme eu un traitement de choc. Donc, je te dirais que à ta question, non, j'ai pas trouvé ça difficile dans ma première année d'être sous un feu de pression médiatique puis sous un feu de critique. Parce que je l'ai comme tellement vécu fort, vite puis intense. T'es blindé, là. Ben une fois que tu as passé à travers ça, tu relativises. C'est des controverses médiatiques, là. J'ai beau pas être vieux, j'en ai vu, j'en ai traversé. Fait que forcément, ça t'aide à relativiser les choses, ça t'aide à gérer la pression. Fait que tu sais, c'est pas ça que je dirais que j'ai trouvé difficile. Ce bout-là, tu sais, je l'avais vécu avant. Puis en chambre, as-tu l'impression que la différence que tu peux faire est plus importante que si tu n'étais pas dans la chambre? Tu sais, de poser ta question une fois de temps en temps, puis d'être assis là. Ou est-ce que c'est plus le travail que tu fais en dehors de la chambre qui fait faire la vraie différence? C'est une bonne question. Est-ce que c'est un dialogue de sourds, l'Assemblée nationale, où les gens vraiment s'écoutent et travaillent déjà, ensemble? c'est parce que la période des questions, là, le bout qu'on voit à la télé, c'est une fraction de ce qu'on fait à l'Assemblée nationale. Hein. C'est ce qu'on fait le matin en arrivant. Ça dure 45 minutes. Puis c'est un moment de joute oratoire, un peu une foire d'empoigne, qui des fois donne des échanges vifs et pertinents. Mais des fois, donne aussi du chamaillage. Enfantin. Puis en plus, vous voyez juste ce qui se passe à la caméra. Hein. C'est ça, exact. Nous autres, on voit les pires moments. C'est ça. Quand le monde sont filmés, c'est une chose. Quand ils sont pas filmés, là, ça lance ça s'envoie des pics, puis ça s'envoie promener à travers la chambre. À travers la chambre, ben oui. Des avions en carton. Parce que, tu sais, mettons, là, je parle à l'Assemblée nationale. Si c'est mon tour de parler, mon micro est ouvert, la caméra est sur moi, mais il y a 124 autres députés qui sont dans la chambre. Puis leur micro est pas ouvert. Puis le micro est pas ouvert, puis ils n'ont pas de caméra. Fait que c'est là que des fois, les trucs les moins glorieux se produisent. Fait que oui, des fois, c'est une foire d'empoigne. Des fois, ça m'arrive d'être avec Manon Amir, donc on se regarde puis qu'on se dit, mais c'est ridicule. Ça nous arrive même des fois d'être indignés par le niveau de débat, tellement que c'est... Des fois, c'est tellement au ras des barquettes, c'est tellement un débat qui est pas intéressant que ça nous arrive de se fâcher. Mais voyons non, c'est odieux que dans une institution importante comme celle-là, on ait un niveau de débat aussi pitoyable. Mais ces moments-là, on s'en rappelle parce qu'ils nous fâchent, mais c'est pas ça, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est des commissions parlementaires où on travaille sur des projets de loi, où des gens viennent témoigner de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils veulent voir changer dans les lois du Québec. Il y a aussi plein d'autres choses. Ça passe pas à la télé parce que c'est pas intéressant, ça fait pas des clics sur les médias sociaux parce que c'est souvent long puis laborieux. Mais on est capable de faire des petites différences, d'aller gagner des petites victoires. En siégeant à l'Assemblée nationale. Il y a aussi tout ce qu'on fait dans nos comtés. Ça non plus, c'est pas à la télé. Mais je vous donne un exemple. Moi, dans mon comté, il y avait une maison de personnes âgées où il y a un peu plus d'une centaine de personnes âgées, une résidence privée, où il y avait une situation inquiétante là, de harcèlement, d'intimidation, même d'exploitation. Vraiment des aînés qui étaient négligés, puis qui étaient dans une situation de détresse.
ils sont venus nous voir. Ils sont venus me voir à mon bureau de député. Ils avaient besoin d'aide. Puis en plusieurs mois, en les aidant dans leur mobilisation, on a réussi à les accompagner dans leur démarche pour faire remplacer l'administration. Ils se sont mobilisés, on les a accompagnés là-dedans, puis ils ont changé d'administration de leur maison de personnes âgées. Puis maintenant, ça va bien. Puis j'ai rencontré des personnes qui sont, quand ils m'ont vu, là, ils m'ont sauté dans les bras, puis ils m'ont pleuré dans les bras, là, tellement qu'ils étaient contentes d'avoir enfin un milieu de vie sain. Fait que là, tu vois ces enfants-là, tu te dis, ouais, ça fait pas la première page du Journal de Montréal, mais on a vraiment amélioré la vie de ce monde-là, puis ils nous pleurent des bras parce qu'ils sont émus, puis contents, puis ils nous remercient, puis ils nous remercient. Tu te dis, OK, ouais, je sers à quelque chose. Ouais. Même si ça passe pas à la télé. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on entend parler de temps en temps. Dans ce cas précis-là, c'est cette maison-là, mais ça doit être plus répandu, l'exploitation envers les personnes âgées. Ah, c'est quelque chose qui, moi, à chaque fois que j'en entends, c'est que c'est tellement pas... C'est tellement loin de ce que moi je ferais, par exemple, mais chaque fois que j'entends ça, ça me jette à terre complètement, des histoires comme ça. Je disais, puis je me demande si c'est pas dans le livre, ton livre. Ouais. Celui-ci. Ne renonçons à rien, oui. Ouais, que il y a un gros pourcentage des aînés qui ont ni amis, ni connaissances, ils sont isolés complètement. C'est une des premières citations, je pense, qui ouvre le livre, le fait quand on demande aux gens avez-vous des gens dans votre vie, tu sais? Il y a une bonne, je ne me rappelle plus la statistique exacte, mais elle est troublante. Là, une proportion importante des aînés qui sont totalement isolés. Donc, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont aucun ami, aucune famille, pas de conjoint, pas de conjointe, il y a vraiment rien. Puis ça, tu te dis, OK, c'est des gens qui sont dans l'isolement total. Ouais. Et quand, dans ce contexte-là, par exemple, on va couper dans les soins à domicile, là, ça veut dire que le dernier petit fil qui les reliait à la société, ils viennent couper. Et on vient de le couper. Ouais. Puis ça fait des situations comme celles qu'on a vues dans les médias où on retrouve des gens morts dans leur appartement, puis ils sont là depuis 3 semaines. Depuis longtemps, oui. Personne n'a remarqué. Personne n'a remarqué qu'il était disparu de la société. Ça, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Complètement. Ouais. Je reviens au livre, justement. Ça, c'est né d'une tournée que vous avez faite à travers le Québec. Ouais. Qu'est-ce que ça a créé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a fait découvrir ou apprendre ou que tu savais pas déjà, peut-être? Je m'étais beaucoup promené au Québec, mais je m'étais beaucoup promené avant pour parler. OK. Puis l'exercice de cette tournée-là, ça a été de faire le tour du Québec pour écouter. Pas pour proposer des affaires, pas pour essayer de convaincre le monde d'être pour ci ou pour ça, pour les écouter, nous parler de ce qu'ils vivent. Et je dirais deux choses que j'ai retenues. La première, c'est que les gens ont besoin de parler. Les gens ont envie de parler de politique. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus d'espace pour le faire. Ouais. On leur dit en famille, à table, on parle pas de politique. Ouais. Entre amis, on parle pas de politique. À job, on parle pas de politique. C'est où qu'on en parle? C'est où qu'on en parle? Ouais. Tu sais, la politique, là, ça va pas avoir l'air technique, là, mais c'est ce qui transforme la vie des gens. C'est ce qui fait que tu vas avoir accès à une garderie ou pas. C'est ce qui accède. Est-ce que ta grand-mère va mourir toute seule dans son appartement ou on va s'occuper d'elle dans un CHSLD dans des bonnes conditions? C'est est-ce qu'on va avoir une retraite, les gens de notre génération? C'est ça, là. C'est Chartrand qui disait, si tu t'occupes pas de la politique elle s'occupe de toi. Puis, sans que tu décides. Ouais. Puis la tragédie en ce moment au Québec, puis dans plusieurs démocraties, c'est que les gens qui sont le plus touchés par les décisions politiques dans leur vie quotidienne, c'est souvent eux qui s'occupent le moins de la politique. Ouais. Puis les gens sur qui la politique a assez peu d'impact. Tu sais, quand t'es millionnaire, là, s'il y a des coupures dans les écoles publiques, s'il y a des coupures dans l'aide sociale, ça change pas ta vie quotidienne n'est pas beaucoup, tu sais, transformée. Ouais. Fait que les gens dont la vie est la moins impactée par la politique, c'est eux qui font le plus de politique, qui sont les plus visibles en politique. Ouais. Ça, c'est un gros problème. Puis moi, c'est ça que j'ai remarqué en allant sur le terrain, c'est que les gens, ils sentent que la politique a un impact sur leur vie, mais ils n'ont pas d'espace pour en parler. Et donc, quand on a lancé cette initiative d'assemblée de cuisine un peu partout au Québec, on s'attendait à avoir quelques dizaines de demandes et finalement, on en a eu plus de 400. Des demandes. On n'a pas été capable d'en accepter plus que 173, si mon souvenir est bon. C'est énorme. On a dit, mais voyons, les gens ont besoin de parler, les gens ont envie de parler, ils n'ont juste pas d'espace. Ça, c'est le premier truc que j'ai retenu. Il faut qu'on se remette à parler de politique, puis il faut qu'on se donne des espaces pour le faire, où on en jase, on en discute.
on se chicane, pas on se tire des tomates. On débat de politique ensemble de manière constructive. On n'a plus ces espaces-là au Québec. On a perdu cette habitude-là. Deuxième affaire que j'ai retenue, c'est que malgré tout ce qu'on dit sur les différences entre les communautés, les différences entre les régions, les différences entre les générations, on insiste beaucoup là-dessus quand, généralement, on parle de la société québécoise. On en parle beaucoup comme d'une société où il y a des fractures de génération, une fracture ville-région, une fracture entre les de souche, puis les, entre guillemets, puis les immigrants. On parle tout le temps de ces divisions-là. Et moi-même, j'étais beaucoup là-dedans. Et de faire cette tournée-là, de se promener partout sur le territoire, on est allé autant dans le Grand Nord que sur le plateau Montréal, puis de rencontrer des gens de toutes les origines, puis de toutes les régions, de toutes les communautés, de tous les âges, on se dit, malgré tout ça, malgré toutes ces divisions-là, il y a encore des choses qui nous rassemblent. Ouais. L'importance accordée à l'éducation, par exemple. Tout le monde nous en a parlé. L'importance accordée à l'environnement. Tout le monde nous en a parlé. L'importance de revoir notre système politique, notre système démocratique, notamment par une réforme du mode de scrutin. Ce genre d'affaires-là, ça revenait partout. Fait que c'est là que tu vois que, OK, oui, on se tirait pas mal dans les dernières années au Québec, mais si on mettait l'accent sur ce qui nous unit, là, tout le monde, il y a là les ingrédients d'un projet de société intéressant. Mais il faut arrêter de faire de la politique en cherchant constamment à diviser le monde, justement, comme certains partis politiques l'ont fait dans les dernières années. Ouais. Puis ça vient ça vient aussi en ligne avec l'envie de réintéresser les gens à la politique. Ouais. Tu sais, de relancer un discours. Ouais. Moi, je reviens sur le printemps érable qu'on a tous vécu ensemble. Puis ça, pour moi, de mon vécu, c'est la chose qui a réintéressé le plus la population de tous les âges à la politique. Personne n'était indifférent. Personne n'était indifférent. Tout le monde C'était avait un une débat opinion. sur toutes les lèvres, puis tu pouvais pas y échapper. Tu sais. Non, Tout le monde. à moins de te participait au cacher débat. c'est creux quelque Tu part. sais, des gens, moi, j'étais complètement Ouais. agnostique à la question politique. Tu sais, je me posais pas trop ces questions-là. Puis quand le débat de la grève est arrivé, mon premier réflexe, ça a été je veux pas aller en grève. C'était une évidence. Tu sais. Ouais. Quand tu te poses pas la question, moi, je vais aller à mes cours, je vais faire mes affaires. Ouais, puis venant Mais- de notre background commun, on avait un background qui était éduqué, qui était capable de payer pour nos études, qui n'était pas du tout la question qu'on se Sauf que posait. quand tu poses pas la question, quand tu penses pas plus loin, l'évidence, c'est que moi, je vais aller à mes cours, faire mes affaires. That's it. Sauf que dès que tu te mets à réfléchir un petit peu plus à la question est beaucoup plus complexe que ça. Exact. C'est ça Puis qui est la arrivé à réponse beaucoup est de pas monde. celle-là. Moi, j'étais en faculté de musique à l'Université Laval. Ouais. On a été en grève Un bout quand même. longtemps. Ouais. Puis justement, c'était tellement... J'avais jamais assisté à une assemblée de faculté. Ouais. Ouais. Puis tu sais, T'es allé. j'étais allé là, j'ai voté, puis j'ai participé, puis ça fait que, justement, tu sais, c'était comme un mouvement que les gens participent à la politique. Puis même si aujourd'hui, peut-être que les gens se sont un peu rendormis, mais c'est quand même resté là en quelque sorte. On Puis se rendort jamais vraiment, je non, pense. c'est après ça. avoir Tu sais, participé à un une fois qu'on mouvement a comme vécu ça, ça reste là, puis... Surtout pas notre génération. Notre génération va rester marquée par ça, puis rester intéressée. Moi, je le dis, je le répète, je l'ai écrit dans mon premier livre, Tenir tête, puis je le répète tout le temps. Puis je pense qu'au début, j'avais l'air un peu de faire du wishful thinking, mais aujourd'hui, les gens commencent à le voir. Tu sais, les gens qui ont participé à ce mouvement-là, Ça a changé quelque chose. c'est vrai, ils sont plus dans les rues à chaque semaine. Ouais. C'est vrai, oui. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Là. L'essentiel n'est pas là. Puis moi, je le répète depuis des années. Je sais que la graine qui a été plantée ce printemps-là, les centaines de milliers de graines, chez les centaines de milliers de jeunes qui ont été, pour poursuivre la métaphore, fécondés politiquement par ce moment-là, ça va pas partir. Ça ne partira pas, puis ça peut prendre du temps avant de se réactiver, mais ça s'endormira pas. Puis moi, mon engagement en politique, je le vois beaucoup dans la continuité de 2012, puis je le vois beaucoup comme justement la responsabilité de faire vivre cet héritage-là, puis d'y donner une expression politique. C'est-à-dire, là, quand même, comme génération, en 2012, on s'est découvert nous-mêmes. T'sais, on s'était tellement fait dire que la politique, c'était pas intéressant. On s'était tellement fait dire que nous étions dépolitisés, qu'on s'occupait juste de nos petites affaires, de nos iPhones, de nos médias sociaux, puis d'autres. On se l'était tellement fait dire. On y croyait. Qu'on s'était mis à y croire. Et là, c'est comme si, en 2012, on s'était découvert comme génération, puis découvrait que nous, puis les gens autour de nous, dont on n'aurait jamais pensé qu'ils seraient intéressés par la chose politique, ben on a découvert cet intérêt-là puis cette puissance-là collective. Parce qu'on s'est dit, hey, non seulement on est capable de se mobiliser, mais
crème, on est capable de gagner. Parce qu'en 2012, on a gagné. On a défait un gouvernement qui était au pouvoir depuis 10 ans. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Dans l'histoire récente, il n'y en a pas d'autres qui ont réussi à faire ça, des mouvements sociaux. Puis c'est nous qui l'avons fait. Alors qu'on était la cible d'un mépris dans la classe politique, puis dans les médias, sans précédent, puis on a gagné. Puis ce sentiment-là d'avoir été capable de faire ça ensemble, je pense, moi, c'est ce sentiment-là que j'essaie de faire durer aujourd'hui. De dire on a un impact au final. On est capable. On a un impact. On est capable. Mais il faut se donner la peine. Ouais. Puis au niveau personnel, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton expérience parce que tu avais 21-22 ans à l'époque. J'ai eu 22 ans pendant tu as eu 22 ans, mais tu semblais tellement solide, tellement préparé. Mais est-ce que... Comme disait ma grand-mère, j'avais peut-être l'air, mais j'avais pas chance. C'est ça. C'était une... à l'intérieur, là, tu capotais. Là. Ben, déjà, souvent, les gens, tu sais, beaucoup de gens m'ont découvert à la télé ou dans mes entrevues, et donc, ça donnait l'impression de quelqu'un de déjà très solide, qui a fait ça depuis longtemps, puis même qui a un peu planifié ses affaires pour arriver là. Et la vérité, c'est que c'est un concours de circonstances qui a fait en sorte que je me suis retrouvé porte-parole. C'est un concours de circonstances qui... Puis il y a des forces qui ont fait en sorte que je me suis retrouvé comme étant une des figures publiques, puis probablement celle la plus mise de l'avant, pour le meilleur et pour le pire. Et c'était pas un plan de carrière, là. J'ai pas fait d'études pour faire ça, je me suis pas préparé. Ça m'est arrivé. Et à ce moment-là, j'ai eu une décision à prendre. Puis je me rappelle, après mon premier passage à Tout le monde en parle, on est au tout début de la grève, au mois de février, là. Je passe une première fois avec Ariel Grenier, d'ailleurs. On s'en souvient. À Tout le monde en parle. On s'en souvient. Tout le monde s'en souvient pour toutes sortes de raisons. Puis je me rappelle de sortir de là. T'avais l'avantage d'avoir Guilla de ton bord. C'est quelque chose. Quand tu passes à Tout le monde en parle, c'est quelque chose qui est cool d'avoir. Guilla, pas Guilla, je veux dire, le débat, la qualité des débatteurs n'était pas égale. Mais pour tout le monde qui passe à Tout le monde en parle, c'est toujours favorable d'avoir Guilla de ton bord. Je me rappelle les jours suivants, ce passage-là, de voir déjà ma vie commencer à changer. Les gens qui commencent à me reconnaître beaucoup plus dans la rue. Et là, je me rappelle de me poser la question, puis d'avoir le sentiment d'être dans une croisée des chemins. Là, je suis à un moment où, me disais-je à l'époque, si je continue, ça va devenir gros. Je peux arrêter maintenant puis m'en sauver. Qu'est-ce que je fais? Puis à ce moment-là, j'ai fait le choix d'y aller, puis d'assumer. Puis je le regrette pas, mais je savais ce qui allait venir avec. Puis c'est un choix que j'ai fait. Puis je l'ai appris en le faisant. J'ai appris à devenir porte-parole. J'ai appris à communiquer en le faisant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont devenues faciles pour moi, mais pas parce que j'ai un don inné là, ou quoi que ce soit. Parce que j'ai appris sur le tas en le faisant, puis j'avais pas le choix. C'était tu te débrouilles ou tu te fais planter. Maintenant, go. Tu étais porte-parole. Les gens, souvent, pensaient qu'il y avait certains sujets sur lesquels tu voulais pas te mouiller ou bien tu t'avançais pas. Mais c'est parce que tu pouvais jamais le prononcer sans avoir le mandat de ton assemblée. Donc, mais est-ce que ces positions-là étaient toujours en adéquation avec tes positions personnelles ou pas nécessairement? Ou... Pas nécessairement. Puis, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On y va quand même ou... Ben, ça aussi, c'est un apprentissage. C'est l'apprentissage que la politique, c'est un sport d'équipe. En tout cas, la politique, comme moi je la vois puis comme moi je veux la faire, c'est un sport d'équipe. C'est un truc qui se fait en groupe et que quand tu fais de la politique en groupe, ça implique le compromis. Ça, pour notre génération, des fois, c'est difficile de se dire, pour avoir un impact politique dans ma société, je vais faire le deuil, le sacrifice de peut-être certaines préoccupations ou certaines idées qui sont les miennes. Parce que pour réunir plusieurs personnes, il faut mettre tous un peu d'eau dans son vin. C'est pour ça, des fois, que... Puis moi, c'est ça que j'ai appris en 2012, à dire, OK, moi, j'ai pas voté pour ça. Moi, je l'aurais pas fait comme ça. Je pense que c'est pas la meilleure position qu'on pourrait avoir sur un sujet ou un autre. Ceci étant dit, il y a un fonctionnement démocratique. C'est ça que collectivement on a décidé, même si j'étais pas d'accord. Ça arrivait aussi souvent que j'étais d'accord, là. Mais là, tu me poses la question sur les moments où j'étais pas d'accord. Tu te dis, OK, j'ai perdu mon débat dans mon groupe. Je vais défendre la décision du groupe. Pour le bien du mouvement, il faut que... Parce que tu peux pas dire je participe à un débat. Si je le gagne, puis c'est ma position qui passe, tout le monde fait je vais la défendre. Si c'est la position de l'autre, ben là, non. Là, je me retire. Non, c'est pas ça le deal. Le deal, c'est qu'on débat ensemble, on se donne une position, puis qu'une fois qu'on s'est donné une position, on la tient.
Puis moi, comme porte-parole, ma job à l'époque, c'était de la tenir. C'est arrivé souvent que j'étais pas d'accord. Puis d'ailleurs, c'est ça, finalement, qui a provoqué ma démission. Parce que, justement, je suis arrivé à un moment où là, l'écart entre mes positions personnelles puis celles que je devais défendre était rendu trop grand. Cet écart-là existe toujours. Il existe encore aujourd'hui dans mon implication à Québec solidaire. Il y a toujours un écart entre nos positions personnelles puis celles de notre groupe dans lequel on s'implique, que ce soit un parti, un syndicat, une association, peu importe. L'écart existe toujours. Il faut juste s'assurer qu'il soit raisonnable. Le jour où il devient trop grand, ben là, on se retire. Mais de penser qu'on pourrait être dans un groupe politique, dans un parti politique, où on serait tout le temps à 100% d'accord sur tout, c'est illusoire. Parce que ça voudrait dire qu'on serait le seul dans son parti ou dans son groupe. Puis, c'est pour ça que des fois, moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui me disent « Ah, Québec solidaire, je vous aime beaucoup, vous êtes ceux dont je suis le plus proche, mais il y a une couple d'affaires qui me dérangent, fait que je prendrai pas ma carte ou je ferai pas de bénévolat. » Puis souvent, je leur explique, écoutez, même moi, il y a des affaires des fois que je ferais différemment à Québec solidaire, mais si on attend qu'il y ait un parti parfait pour nous, parfait, sur tous les points. On s'impliquera dans rien. On s'impliquera dans rien, puis on va tous avoir notre petit parti politique on va personnel. se fonder chacun notre parti. On va avoir le parti PH, on va avoir le parti Gabriel, on va avoir le parti Dominique, on va tous avoir notre parti. Mais là, on n'ira pas plus loin, puis c'est sûr qu'on ne prendra pas le pouvoir. À un moment donné, faire de la politique en gang, ça implique faire ce que j'appelle le sacrifice de certaines de nos petites particularités. Ça veut dire aussi qu'à l'intérieur de notre parti, on peut les défendre, nos opinions. Et c'est de convaincre le reste du monde que cette ligne-là dans le programme, on devrait la changer. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Puis il faut des partis qui permettent de faire ça. Permettre de dialogue. Là, on parle de parti, mais ça pourrait être une association ou un groupe ou une entreprise. Mais c'est de faire le sacrifice de sa petite particularité, des fois, pour travailler à un idéal qui est commun puis dans une force qui est collective. Parce que on l'a vu en 2012. Oui, moi, j'ai fait ce que j'ai pu en donnant des bonnes entrevues, puis j'ai fait ce que j'ai pu en étant porte-parole, puis je pense que la plupart des gens reconnaissent que j'ai pas fait un si mauvais travail, mais c'était les 100 000 personnes dans la rue qui étaient... J'étais en entrevue parce qu'il y avait 100 000 personnes dans la rue. Il n'y avait pas 100 000 personnes dans la rue parce que je faisais des bonnes entrevues. C'est pas la même chose. Bon, mais c'est une belle façon de voir ça, effectivement. Effectivement, je pense qu'en ayant l'image de la possibilité de s'associer à un parti qui n'est pas à 100% ce qu'on croit, je pense que beaucoup de monde peuvent réaliser que la politique, c'est plus pour eux. Parce que souvent, il y a une espèce de désillusion. Tu te dis, mais là, toutes les partis, c'est la même chose. Toutes les partis. Puis là, si tu te dis, OK, ce parti-là, c'est pas tout ce que je prône, mais c'est en partie ce que je peux prôner, Puis c'est le plus proche. Je préfère eux. Exact. Puis, tu sais, quand les gens disent, souvent on va entendre là, les gens sont tous pareils. Les partis sont tous pareils. Ma blonde m'a dit ça la semaine passée. C'est que c'est pas complètement faux non plus. C'est-à-dire que tu regardes, mettons, depuis 15-20 ans au Québec. Même presque une trentaine d'années, la direction générale du Québec, grosso modo, restait la même, peu importe les partis qui ont été au pouvoir. C'est ça, je pense, qui crée une espèce d'aliénation pour les gens qui regardent un petit peu la politique. Ça fait 15 ans que c'est le même parti aussi qui est là. Puis il y a eu un bref intermède du Parti québécois, puis moi, je fais partie des gens qui ont trouvé que ça a été très décevant. C'est-à-dire qu'il venait d'avoir 2012. Là. Il y avait comme un souffle, là, un mouvement historique. Il y avait une opportunité d'aller vers des mesures progressistes, d'aller vers des mesures écologiques. T'sais. Et ça a été quoi? Le grand geste politique de ce gouvernement-là? La Charte des valeurs. La Charte des valeurs, La Charte des valeurs québécoises. Où, au lieu de profiter du momentum pour faire des mesures progressistes, on a lancé le Québec dans un débat ultra divisif, ultra hostile, qui n'avait rien à voir avec le mouvement. Qui divisait les gens selon la religion qu'ils pratiquent, selon leur origine. Et moi, ça a été une désillusion immense parce que c'était un souffle qui venait s'abîmer dans un débat qui a été tellement nocif pour le Québec. Donc, c'est sûr que quand tu vois ça, le cynisme des gens ne tombe pas du ciel. Tu dis, oui, c'est vrai que c'est On a eu un petit tease de changement pour après ça retomber dans le même gouvernement qui n'était pas mieux au final. C'est ça. Fait que ça, c'est sûr que ça nourrit le cynisme. Ça nourrit le cynisme. Mais c'est un débat qui est tellement difficile à aborder, le débat de identitaire, si tu veux. Là. On dirait que tous les partis, tout le monde qui touche s'y brûle un petit peu, puis qu'on n'ose pas trop. Puis il y a différentes notions qui sont difficiles à rassembler. Là. La notion de justement de protéger la langue française, d'identité, de souveraineté, mais d'un autre côté, on veut être ouvert, on veut être multiculturel, on veut être tout ça.
Puis des fois, ces affaires-là, on dirait qu'ils sont difficiles à emboîter ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Il y a un équilibre à trouver, c'est clair. Mais pour moi, il y a une chose qui est évidente. Là. La protection du français, c'est une chose. L'importance de faire du Québec un État indépendant, moi, c'est un projet dans lequel, personnellement, je crois. Ça, pour moi, c'est une chose. Ouais. Après ça, présenter l'immigration comme une menace. Dire que les familles qui s'installent ici nous envahissent, que leur religion nous menace, menace notre style de vie ou nos valeurs, c'est une autre chose. C'est pas la même chose pour moi. Là, qu'on s'assure de protéger le français au Québec, là, j'en suis. Ouais. Je suis aussi un indépendantiste. Je pense que le français, c'est important. L'importance de protéger, pas juste de protéger, de faire déployer la culture québécoise. J'en suis du matin au soir. Mais dire que l'immigration ou la diversité culturelle serait une menace à ça, là, moi, non. Là, moi, je joue plus. Parce que le Québec de 2018, c'est un Québec diversifié. La culture québécoise de 2018, c'est une culture diversifiée. C'est pas deux choses, la diversité culturelle puis l'identité québécoise. Pour moi, c'est la même chose. Notre identité en 2018, elle est diversifiée. C'est moi, ce qui m'a fait de la peine dans le débat sur la Charte des valeurs québécoises, c'est que ça a fait passer des gens qui croient à l'indépendance, qui croient à l'importance de la culture et du français pour des gens, on va le dire très simplement, pour des gens intolérants. Ça a créé dans l'esprit de beaucoup de gens cette association-là. Et c'est triste parce que ce n'est pas le cas. Et ça a fait très, très mal au Québec. Le fait... Donc, cette association-là a fait mal au Québec. La cohésion sociale au Québec. Moi, j'ai l'impression sur le point des différentes cultures au Québec, j'ai l'impression que c'est souvent centré autour du microcosme qui est Montréal. Ouais. Parce que suffit que tu sors de Montréal, puis la diversité culturelle au Québec, elle n'existe pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais. Fait que quand on... C'est d'ailleurs un des problèmes. Ouais, exact, c'est ça. Quand on parle de ça, ce serait quoi la solution? Parce que moi, je soupais l'autre fois avec un de mes amis qui est en francisation. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que le monde arrive à Montréal parce qu'ils connaissent juste Montréal. Ben oui. Et c'est normal. Les gens n'entendent pas parler de Val-d'or s'ils sont au Sénégal. Mais il y a des mesures pour attirer, je pense, les immigrants en région. Ça se peut-tu? Il y en a, mais il faut en faire plus. Un immigrant qui arrive ici, qui parle pas tout à fait français, tu l'envoies pas à Bécomo. Tu sais, là-bas, l'intégration disparaît complètement. En même temps, si tu es intégré dans un milieu de travail, il va apprendre le français probablement pas mal plus vite que si tu es avec sa communauté puis qui parle... C'est probablement. Ça dépend. Est-ce que Québec solidaire ont une direction par rapport à ça pour déjà, pour reprendre ton exemple, là, c'est un bon exemple. C'est quelqu'un qui arrive au Québec, qui parle peu ou pas français. C'est sûr que si tu l'envoies à Bécomo tout seul, puis tu l'abandonnes, tu peux être sûr qu'il va soit revenir à Montréal, soit peut-être même quitter le Québec. Ouais. Et il y en a qui quittent le Québec parce que l'intégration ne fonctionne pas. Il y en a qui tentent d'aller en région puis qui reviennent. Donc, on ne peut pas faire ça. Et sans dire que c'est ça qu'on fait actuellement, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. D'abord, sur la reconnaissance des diplômes. Ouais. Tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un qui est un médecin ou un ingénieur dans son pays d'origine et qui arrive ici, à qui on dit ben là, on vous reconnaît aucune formation, vous êtes complètement non qualifié, vous allez chauffer un taxi. Tu ne peux pas demander à ces gens-là après. En fait, tu ne peux pas t'attendre à ce que ces gens-là soient remplis d'une énorme et éternelle reconnaissance envers la société québécoise. Je veux dire, cette société-là l'a accueilli en disant ben tu sais là, ton identité professionnelle, on la reconnaît pas. C'est pas juste ta job. Ouais. Pas juste ta job, c'est ton identité. C'est une partie de ton identité qu'on dit. Quand tu passes 15 ans à l'université pour devenir neurochirurgien. Puis tu es un meilleur dans un de tes meilleurs dans ton domaine, ben désolé, là, c'est un message terriblement négatif qu'on envoie. Quand on dit aux gens, donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, on dit aux gens, vous devez apprendre le français. Ouais. Mais on va vous donner des cours de francisation le soir de semaine, 2 heures par semaine. Et là, tu as une mère monoparentale qui a 2 enfants. Tu dis, ben voyons, c'est sûr qu'elle n'apprendra pas le français comme ça. C'est impossible. Ouais. Donc, et on leur dit, là, vous devez aller vous installer en région. Ils arrivent en région, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de soutien. Fait que l'intégration, c'est un devoir partagé. Il y a un devoir de la personne immigrante de s'intégrer, puis il y a un devoir de la société d'accueil de faire sa job. Puis ça, en ce moment, on ne remplit pas notre bout du deal.
on n'accompagne pas assez, nos services de francisation sont pas assez, il n'y a pas assez de place, puis les services sont pas assez accessibles. Faut des horaires plus flexibles pour que le monde puisse y aller et on les accompagne pas en région. Ouais. Si on s'assure que les gens aient accès à de l'aide financière, aient accès à de la francisation, comme tu disais, Dominique, en entreprise, sur leur milieu de travail, les gens vont s'intégrer. C'est ce que les gens veulent. Les familles immigrantes qui arrivent ici, pourquoi ils viennent ici? Pour améliorer leur vie. Ouais. Parce qu'ils veulent travailler, ils veulent contribuer à l'économie, ils veulent que leurs enfants aillent à l'école, soient heureux, soient dans une société libre, dynamique, démocratique, prospère. C'est la raison pour laquelle ils viennent s'installer ici. On n'a pas à se battre contre eux pour que ça arrive. On a juste besoin de bien les accompagner. Aider, ouais. Puis ça, j'ai l'impression que ça pourrait aussi attaquer, surtout à Montréal. Je veux dire, à Montréal, tu as juste besoin de te promener un petit peu sur Sainte-Catherine pour réaliser la diversité. La diversité, mais plus spécifiquement la pauvreté, souvent des diversités culturelles. Ouais. Puis c'est que si tu arrives ici, puis justement, comme tu disais, il n'y a rien qui est reconnu, puis tu conduis un taxi pour une famille de 4, tu vas trouver le temps long à Montréal, tandis que si tu vas travailler justement en région où est-ce que c'est beaucoup plus accessible, ben, tu viens de régler ton problème. Un salaire minimum ici à Montréal, c'est beaucoup plus difficile de soutenir ça qu'à Chicoute. Non, puis il y a aussi des beaux exemples. Il y a ce fameux exemple d'un petit village dans la région de Québec dont le nom m'échappe. Là, c'est pas Dadon, mais un beau petit village dans la région de Québec qui a accueilli une famille de Syriens. Je pense que c'est un village de comme quelques centaines de personnes qui a accueilli une famille syrienne. Et tu sais, le village les a accueillis à bras ouverts. Maintenant, la famille est en train de s'ouvrir un petit restaurant syrien dans un petit village perdu. Tout le village a contribué. Ça a été une intégration magnifique. Ces gens-là sont devenus des amis de la moitié du village. C'est possible. C'est possible. Puis le Québec, c'est ça aussi. Ouais. D'accord. Je pense que c'est tout pour le temps que tu es avec nous. Ben, ça a été très intéressant comme discussion, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être prêté à notre podcast. Puis, c'est important de parler de ces affaires-là. Puis c'est le fun d'avoir le temps de le faire aussi. Ben, exactement. Parce qu'on est souvent dans le monde des médias pris dans des formats. Exact. Tu as 3 minutes pour dire ton message. 3 minutes, c'est généreux. C'est généreux. C'est généreux. Des fois, c'est 15 secondes. Fait que d'avoir le temps de jaser, ça fait du bien. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci, messieurs. Et bonne chance dans la campagne qui s'en vient. On va travailler fort.